Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la Covid-19. La Covid-19 est une maladie infectieuse respiratoire aiguë potentiellement mortelle causée par un coronavirus nouvellement découvert appelé le coronavirus SARS-CoV-2. Il existe plusieurs types de coronavirus divisés en 4 classes, mais parmi ces derniers, seulement 7 coronavirus provoquent des maladies chez l'être humain. 4 parmi ces 7 provoquent le plus souvent des symptômes de rhume, représentant environ 10 à 15% des rhumes. Les 3 restants provoquent des infections respiratoires beaucoup plus graves. Ce sont le SARS-CoV qui a causé une épidémie de syndrome respiratoire en 2003, le MERS-CoV qui a été identifié en 2012 comme la cause du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et enfin le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Ces 3 types de coronavirus ont certaines similarités génétiques. Le SARS-CoV-2 a 79% de similarité avec le SARS-CoV et 50% avec le MERS-CoV. Ces 3 coronavirus sont des pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils débutent chez les animaux et qui sont transmis aux humains. On croit que tout commence par l'infection de chauve-souris, qu'on appellera alors réservoir naturel parce qu'elle constitue une espèce où un agent pathogène infectieux peut se reproduire et survivre. Puis, lorsque le virus mute assez, il est capable d'être transmis à un animal intermédiaire qui pourra à son tour infecter l'homme. Pour le SARS, l'animal intermédiaire était la civette, pour le MERS, c'était plutôt le chameau, et enfin, pour le SARS-CoV-2, on parle plutôt de pangolin. Le SARS-CoV-2 a donc d'abord muté à partir des chauves-souris vers le pangolin, puis, vers la fin 2019, le virus a encore muté et a été transmis à l'homme. Le premier cas de Covid-19 a été signalé à Wuhan, en Chine, puis la maladie s'est propagée très rapidement partout dans le monde, constituant alors une pandémie. Parlons maintenant de la transmission du virus. Avant de commencer, je voudrais préciser que je parle dans cette vidéo surtout du virus avant sa mutation, c'est-à-dire avant l'apparition des variants. Mais les voies de transmission sont les mêmes, avec des différences sur le taux de transmission ou de sévérité de la maladie, par exemple. Selon la population étudiée, environ 20 à 60% des individus sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas ou qu'ils ne présentent que peu de signes. Et ces individus peuvent rester ainsi durant toute la période d'infection. Cependant, les individus dont l'âge dépasse les 65 ans, ainsi que ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents, tels que l'obésité, l'hypertension chronique, le diabète, les maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, le cancer ou toute maladie qui compromet l'immunité d'une personne, ont un risque plus grand d'avoir une forme sévère de la Covid-19. On parlera de taux de mortalité plus élevé pour ces catégories. Quand on parle d'individus asymptomatiques ou symptomatiques, la transmission se fait plus ou moins de la même manière, avec quelques différences. Les coronavirus sont des petites sphères de 60 ou 70 à 80 ou même 140 nanomètres, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Le virus SARS-CoV-2 est donc aussi petit qu'un gros poulet par rapport à la planète Terre. La raison d'être de tout virus, c'est de proliférer. Lorsqu'un virus est en dehors d'une cellule, il ne peut pas croître, se diviser ou rester dans un état stable. On dit donc que les virus ne sont pas vivants. C'est pour cela qu'un virus doit infecter un autre organisme. Ceci pourrait être une bactérie, une cellule végétale et enfin une cellule animale. Le virus ne se contente pas d'infecter une seule cellule ou un seul organisme. Rappelez-vous que son but est de se multiplier. Il est alors transmis par l'intermédiaire de ce réservoir vers d'autres organismes et d'autres personnes en ce qui nous concerne. Cette transmission dépend de 2 ou 3 principaux facteurs, notamment d'abord le R0 ou taux de reproduction de base du virus, ce qui correspond au nombre moyen de cas d'une maladie qu'une seule personne infectée et contagieuse va générer en moyenne. Dans une population sans aucune immunité, c'est-à-dire qui n'a pas été vaccinée ou
déjà infecté par le virus. Si ce R0 reste inférieur à 1, l'agent pathogène infectera moins de personnes et finira par disparaître. Il peut être égal à 1, comme dans le cas de la grippe. Dans ce cas, une personne peut transmettre le virus à une seule personne. Et il peut être aussi supérieur à 1, c'est-à-dire que le virus continuera d'infecter davantage. Plus le virus est contagieux, plus le R0 augmente. Pour le SARS-CoV-2, le R0 était de 2,4 à 3, c'est-à-dire qu'une seule personne pouvait transmettre le virus jusqu'à 3 personnes. Mais avec l'apparition des variants, ce dernier a augmenté de 4 à 5 pour le variant alpha et de 5 à 8 pour le variant delta. Mais grâce à la vaccination, ce R0 commence à diminuer un petit peu. Le R0 peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment la durée de la contagiosité après infection, la probabilité d'une infection après un contact entre une personne infectée et une personne susceptible, et enfin la fréquence des contacts humains. C'est-à-dire que si on influe sur l'un de ces facteurs, par exemple grâce à un confinement pour la fréquence des contacts humains, ce R0 pourrait diminuer. Un second déterminant de la transmission est représenté par l'intervalle sériel et qui est défini par la durée de temps entre l'apparition de symptômes chez une première personne infectée et l'apparition des symptômes chez une seconde personne. Au début de la pandémie, il était entre 5 et 7,5 jours. On n'est pas encore sûr si les variants diminuent ce nombre, car plus le nombre est petit, plus le virus est considéré comme dangereux parce qu'il serait beaucoup plus transmissible. Dans le corps humain, le SARS-CoV-2 est présent en grande concentration au niveau des voies respiratoires supérieures, puis inférieures. Il peut aussi se trouver en moindre quantité dans les reins, le foie, le cœur, le cerveau et enfin le sang. En dehors du corps humain, le virus a une demi-vie écourtée dans des conditions de température chaude et d'humidité élevée. Et ceci quand on parle du virus original ou des variants. Selon certaines études, une augmentation d'1 degré Celsius diminue le R0 de 0,04. Qu'est-ce qui expliquerait alors que le virus se propage aussi en été alors qu'il fait très chaud ? Eh bien, comme on l'a vu, l'un des facteurs les plus déterminants du R0 était la fréquence des contacts humains. Donc, plus il y a de contacts humains, par exemple à la plage ou lors de sorties entre amis, plus la contagiosité augmente. Le virus pourrait être sous forme d'aérosols, des particules de virus en suspension dans l'air. C'est-à-dire que lorsque l'être humain respire, parle, chante ou éternue, il émet des gouttelettes qui se mélangent à l'air, formant un aérosol respiratoire. Sous cette forme, le virus pourrait rester jusqu'à 3 heures, et on parle maintenant, pour le variant Delta, de 16 heures. Le virus peut aussi être présent jusqu'à 24 heures sur le carton et jusqu'à 2 ou 3 jours sur le plastique ou l'acier, et sur les différentes poignées de porte ou robinet. Alors si une personne touche un objet infecté, puis touche sa zone T faciale qui contient les membranes muqueuses des yeux, du nez et de la bouche, elle pourrait contracter la Covid-19. Mais cette voie serait beaucoup moins fréquente que les autres voies de contamination. La première voie de transmission serait donc par la voie respiratoire, due à une excrétion ou une évacuation très élevée par les voies respiratoires supérieures, surtout lorsque la charge virale est élevée, sachant qu'elle peut être élevée déjà 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes et atteindre un pic durant la première semaine d'infection. C'est pour cela qu'on pense que la moitié des infections, environ, sont causées par des personnes au stade présymptomatique de la Covid-19. Une autre voie de transmission serait par les cadavres humains. Il existe peut-être plus rarement d'autres voies de transmission, par exemple d'une mère vers son enfant, qu'on appelle transmission verticale, ou encore par la voie fécale, par exemple. Pour la vie de tous les jours, les 5 règles de base suivantes sont utiles. Éviter les lieux très fréquentés, surtout si ces endroits sont fermés. En effet, dans un endroit fermé où une personne infectée par le SARS-CoV-2 tousse fréquemment, le virus viable peut être isolé à partir d'échantillons prélevés à 2 ou 4,8 mètres de distance.
Évitez les lieux où les personnes doivent élever leur voix pour communiquer. Maintenez une distance d'au moins 2 mètres avec les autres et mettez toujours un masque dans les lieux publics. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque le virus entre dans un organisme. Le virus a une structure sphérique d'environ 80 à 120 nanomètres de diamètre et il est enveloppé par une bicouche lipidique constituée par un brin monocaténaire d'ARN, c'est-à-dire une seule chaîne à sens positif, c'est-à-dire que la séquence des gènes qui se trouve sur l'ARN est identique à celle de l'ARN M susceptible de former des protéines. Ceci insinue que le virus peut produire directement des protéines par traduction de l'ARN viral. On verra tout à l'heure comment ça marche. Le virus comprend 4 principales structures protéiques, la protéine spike, les protéines de membrane, les protéines d'enveloppe E et enfin les protéines de nucléocapsides. Le but du virus, c'est de faire le plus de copies de ces éléments pour former de nouveaux virus. Et comme on l'a vu plus tôt, pour le faire, il nécessite un organisme hôte. Voyons comment ceci se passe. Lorsqu'une personne entre en contact avec le virus, elle ne présente pas de symptômes pendant en moyenne 5 jours. C'est la période d'incubation, c'est-à-dire le délai ou la période entre la contamination et l'apparition des symptômes de la maladie. Durant ce temps, le virus déclenche lentement une réponse dans les poumons. Les poumons sont constitués d'alvéoles. Dans ces dernières, se fait l'échange gazeux entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Chaque alvéole est constitué de cellules alvéolaires ou pneumocytes de 2 types. Les pneumocytes de type 1, qui sont les plus nombreux et qui assurent l'échange gazeux, et les pneumocytes de type 2, qui produisent le surfactant, qui évite à l'alvéole de collapser ou de s'affaisser, et donc de permettre un bon échange gazeux. Le SARS-CoV-2 infecte essentiellement les pneumocytes de type 2 en se fixant sur des récepteurs enzymatiques spécifiques, les ACE2, et ceci grâce à leur protéine Spike. Les sujets âgés sont plus vulnérables au SARS-CoV-2 dû à une expression plus grande d'ACE2. Les enfants, au contraire, expriment moins d'ACE2, c'est pour cela qu'on pense que ces derniers sont moins sensibles aux effets d'une infection par le SARS-CoV-2. Cet ACE2 est aussi présent au niveau du cœur et de l'appareil digestif notamment, ce qui explique que certaines personnes ont des symptômes gastro-intestinaux par exemple. Après fixation sur son récepteur, le virus entre dans la cellule par un mécanisme d'endocytose et son génome, dans ce cas son ARN, entre dans le cytoplasme de la cellule. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, le virus a un ARN à brin positif, c'est-à-dire qu'il est directement traduit par un ribosome, en protéines spécifiques du virus, ainsi qu'en ARN polymérase pour former plusieurs autres ARN. Les différentes protéines formées seront ensuite assemblées et libérées hors des cellules par exocytose. Durant ce processus, la cellule alvéolaire est endommagée, ce qui induit une réponse inflammatoire, entraînant la production d'interférents, de cytokines, ainsi que de composants intracellulaires. Ce sont les motifs moléculaires associés aux dégâts. Des macrophages retrouvés dans les alvéoles vont détecter les substances sécrétées précédemment pour sécréter à leur tour des cytokines telles que le TNF-alpha, les interleukines 1, 6 et 8, en plus d'autres chémokines. Ces dernières vont vers les vaisseaux sanguins environnants et induisent une dilatation, ce qui induit une fuite de liquide dans l'interstitium, c'est-à-dire l'espace autour des alvéoles, causant un œdème interstitiel, puis dans les alvéoles, formant un œdème alvéolaire ou pulmonaire, ce qui entraîne un collapsus alvéolaire, et ceci induit une hypoxémie, c'est-à-dire une diminution du taux d'oxygène dans le sang. En même temps, les substances inflammatoires vont attirer des cellules immunitaires telles que les neutrophiles et les monocytes. Ces derniers vont essayer de détruire le virus en libérant des substances et dérivés réactifs de l'oxygène, ainsi que des protéases, induisant simultanément une destruction des cellules alvéolaires, ce qui entraînera une diminution des échanges gazeux par destruction des pneumocytes 1 et diminution de production de surfactants, et donc affaissement de l'alvéole par destruction des pneumocytes de type 2.
ce qui induit à son tour une hypoxémie. Et comme il y a accumulation de molécules à l'intérieur des alvéoles, il y a une consolidation, induisant aussi une hypoxémie. Ces molécules seront ensuite rejetées par une toux. Les substances inflammatoires peuvent rejoindre le cerveau au niveau de l'hypothalamus, induisant une augmentation de la température, constituant alors une fièvre. Cette hypoxémie induit une stimulation des chémorécepteurs périphériques, au niveau notamment des sinus carotidiens et de l'aorte, induisant alors une augmentation de la respiration, mais aussi du rythme de contraction du cœur pour permettre au sang oxygéné d'atteindre plus rapidement les organes. C'est pour cela que les patients peuvent se présenter avec une tachypnée ainsi qu'une tachycardie. Des cellules présentatrices d'antigènes peuvent aussi présenter les molécules à d'autres cellules immunitaires, ce sont les cellules T, CD8 et CD4, puis des cellules B pourront après reconnaissance former des anticorps contre les protéines spike du virus. Les patients peuvent cependant présenter une lymphopénie due à un choc cytokinique, c'est-à-dire à cause de la présence de plusieurs cytokines. En même temps, l'interleukine 6 stimule le foie pour sécréter les protéines de la phase aiguë, par exemple le CRP et le fibrinogène. L'hypoxémie et l'accumulation de fluide dans les alvéoles dont l'origine n'est pas cardiaque, ainsi que les anomalies des échanges gazeux, constituent le syndrome de détresse respiratoire aiguë. 81% des cas de la Covid-19 pourraient avoir une forme légère avec pas de pneumonie ou une pneumonie légère. Dans 15% des cas, la maladie se présente sous une forme sévère avec une dyspnée, c'est-à-dire difficulté respiratoire, une hypoxie et avec plus de 50% d'atteinte pulmonaire à l'imagerie dans les 24 à 48 heures. Et enfin, une forme grave ou critique dans 5% des cas avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une septicémie ou sepsis, c'est-à-dire réponse dérégulée due à une infection grave, un choc septique ou encore un syndrome de défaillance multiviscérale. Certains patients présentent des marqueurs de réponse inflammatoire exagérés, comme dans le cas de syndrome de libération de cytokines. Parlons maintenant des symptômes et signes cliniques de la Covid-19. En ce qui concerne le virus avant l'apparition des variants, les groupes d'âge touchés principalement étaient les personnes d'âge moyen et âgées, mais les variants semblent toucher des personnes de plus en plus jeunes. Les symptômes les plus communs sont la fièvre, la fatigue, une toux sèche, une anorexie, une myalgie, une dyspnée et des expectorations. Et les signes peuvent progresser, comme on l'a vu, vers une pneumonie et un syndrome de détresse respiratoire. Pour le diagnostic d'une Covid-19, il faut faire un test PCR par prélèvement d'échantillons nasaux ou oropharyngés pour identifier l'ARN du SARS-CoV-2. Les résultats biologiques peuvent montrer une lymphopénie, c'est-à-dire une diminution du nombre de lymphocytes, et c'est le résultat biologique le plus fréquent. Mais en cas de pneumonie, on peut voir une leucocytose, c'est-à-dire une augmentation du nombre de globules blancs, une élévation des ALT, du taux de lactate déshydrogénase, de D-dimère, de CRP et de ferritine. Et ces résultats peuvent être associés à une forme plus grave de la maladie. Les radiographies du thorax peuvent être normales au début de la maladie, mais elles progressent vers une consolidation bilatérale. La TDM ou scanner thoracique apparaît souvent normale au début de la maladie et peut progresser vers des anomalies, mais ceci n'est pas spécifique et peut correspondre à d'autres infections. C'est pour cela que ce test n'est pas un test de dépistage de première intention pour la Covid-19. Récapitulons. La Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le SARS-CoV-2, un bêta-coronavirus. Cette maladie a été identifiée en décembre 2019 en Chine, lorsque plusieurs cas de pneumonie ont été identifiés à Wuhan. Le SARS-CoV-2 est un virus très transmissible, avec un R0 d'environ 2,4 à 3 et un intervalle sériel d'environ 7,5 jours. Le SARS-CoV-2 est constitué d'une chaîne monocaténaire d'ARN à brin positif qui profite des organismes qui l'infectent pour produire ses composants et proliférer en entraînant une maladie, la Covid-19, qui peut aller d'une forme légère ou même sans symptômes à une forme grave pouvant même entraîner la mort. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.